lundi 16 septembre. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre retour sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui se tenait en direct de Bakou au cours du week-end. Et on débute sans plus tarder avec notre analyse de la journée de samedi. Il est maintenant temps de faire la place à notre collaborateur du lundi. Il est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit, Gilles Villeneuve, disponible en précommande pour une 4e réimpression déjà. On le félicite et aussi disponible en version virtuelle. Si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, vous pouvez communiquer avec le F1 Podcast, que ce soit par Messenger ou notre adresse courriel F1podcast en un mot en commercial gmail.com. Kevin Fontaine, comment ça va? Monsieur Simon, ça va très bien, et vous? Ça va super. On a eu une très, très bonne fin de semaine de course. Je pense que d'après les commentaires que j'ai pu lire là, de nos auditeurs sur notre page Facebook ou sur nos autres réseaux sociaux, que ce soit sur X, Twitter ou Instagram, les gens semblent ravis de leur week-end de course. Il y en a qui ont trouvé ça un peu tôt. Ce matin, une course, il fallait se lever quand même avant 7 heures le matin, aux alentours de 6 heures, autant de prendre le petit déjeuner, voir ça. C'est la même chose sur les qualifications. Il y en a qui l'ont écouté en décalé. Mais tout le monde nous a dit que ça valait la peine. On n'a pas perdu notre week-end devant notre téléviseur. Étant un matinal, c'est pas trop un problème pour moi. Ah, bien sûr, avec 2 enfants, bientôt 3, c'est sûr que Ouais, toi, 7 heures, c'est quasiment la fin de ton avant-midi, là. c'est pas loin d'être ça. Écoute, je te lance dans le vif du sujet. On part avec Ouais. la qualification, la journée de samedi, parce qu'on fait toujours ça dans l'ordre. Nous autres, Mhm. on est des gens ordonnés au F1 Podcast. Tout d'abord, la qualification. Tu t'attendais à quoi? Est-ce que ça a été un peu à ce que tu t'attendais avec Ferrari qui est toujours en force, avec un peu, oui, ce qu'on avait vu à Monza, mais il y a aussi Charles Leclerc que si on dit que Sergio Perez est pratiquement le roi de Bakou, le seul pilote à avoir gagné 2 fois, mais Charles Leclerc, on est forcé de le consacrer roi du samedi au moins, là, parce que c'est quand même une 4e pole en 4 ans pour lui. Est-ce que tu l'attendais là ou tu as été un peu surpris de cette performance-là? Non, je m'attendais honnêtement à voir Leclerc sortir très, très fort parce que, comme tu as mentionné, il a réussi sa 4e pole position à Bakou, 4e consécutive. Donc, c'est vraiment une grosse performance. C'est sa 2e cette saison, puis sa 26e en carrière quand même. Ça fait Déjà. quand même pas mal. Il est déjà au 12e rang de l'histoire avec un certain Mika Hakkinen. C'est pas n'importe qui, là, non plus, là. Je m'attendais à voir Ferrari sortir fort ce week-end, notamment dans ce type de circuit-là. Ferrari est toujours assez fort, là, et tout, là. Donc, du moins depuis le début de la saison. Donc, on voit Ferrari sur ce type de circuit-là qui s'en sort très bien. Puis Leclerc n'a pas démérité. Il a prouvé encore une fois qu'il était l'un des meilleurs lors de l'exercice de la qualification. Tu me dis que tu n'étais pas surpris de le voir là, tu l'attendais. Ben, je relance la question. La Mhm. marge, l'écart avec laquelle il a signé la pole, est-ce que ça t'a surpris? C'est quand même 3/10 d'avance sur Piastri, hein? C'est un bon écart. Lui, il a toujours été dans le top 2 des séances de qualification Leclerc, la Q1, Q2, Q3, donc il est très à l'aise sur ce circuit-là. C'est une piste qui apprivoise très bien, malgré son accident d'essai libre 1. Et Oui. ça l'a pas affecté. Ça l'a pas affecté. Il s'est relevé, retroussé ses manches, il a réussi à produire un bon chrono. Parfait. Moi, écoute, j'en attendais pas moins parce que Leclerc, c'est un spécialiste de ce circuit-là. On parle beaucoup de Perez, oui, qui est très fort à Bakou, mais Leclerc également est à prendre en considération. J'ai aimé ses commentaires d'ailleurs. Il dit c'est un circuit qui m'inspire confiance, un peu Mhm. trop. D'ailleurs, avec vendredi, il admettait lui-même là, que de sortir comme ça en EL1, essai libre 1, et d'affronter le circuit avec autant de témérité, là, peut-être que c'était pas l'idéal. Là. Peut-être qu'il aurait pu Mhm. prendre un peu plus de précautions, mais on le voit là, que c'est justement, il y a peut-être un excès de confiance à ce côté-là, mais de la confiance sur un circuit comme ça l'en prend. C'est un Mhm. circuit qui récompense que les risques, les gens qui, plus qu'un pilote va prendre des risques, mais plus qu'il va être récompensé. Et Charles Leclerc le comprend très bien et le fait très bien. D'ailleurs, celui qui était 2e, bien sûr, il y a l'écart, tu le mentionnais, de 3/10, mais quand même, on pouvait quand même prendre en note la performance de la McLaren parce que Oscar Piastri est allé d'un dérapage contrôlé dans la dernière portion du circuit, qui a quand même réussi à positionner sa McLaren au deuxième rang, puis à 3/10 d'une Ferrari. Donc ça aussi, j'en ai pris note de dire, OK,
Oui, Piastri ne va pas signer la pole, mais quand même de se positionner à l'avant de la grille avec cette petite erreur-là qui aurait pu être très coûteuse. Depuis le début de la saison, on est habitué que normalement une erreur en qualification, on la paye beaucoup plus cher que ça. Donc on voyait qu'il y avait énormément de puissance à l'intérieur de cette voiture-là, pareil, là. Ouais, c'est ça. Ben, Piastri, il a bien réussi sa mission, c'est-à-dire prendre le meilleur sur les Red Bull, de se positionner devant eux pour pallier à l'absence de Norris. Ben, je trouve que c'est mission accomplie le samedi pour Oscar Piastri. Vraiment, il a bien fait ça. Quand même, 3 dixièmes, c'est quand même un écart suffisant avec Leclerc, mais deuxième, on va le prendre. Oui, exactement. Quand on prend l'erreur en considération aussi, on l'explique facilement, le 3 dixième, il vient de où, là. Mhm. Parlant de Norris, tu en mentionnais, ça a été la surprise de la journée ou la déception de la journée, en tout cas de mon côté. Je pense que je m'avance pas trop de dire que c'est ce qui a retenu le plus l'attention là, chez les auditeurs aussi, que Norris, on a en parlé pendant toutes les 2 semaines, ce qui était arrivé avec Piastri. On a parlé de la règle orange papaye, la papaya rule, comme quoi on l'a laissé tomber du côté de McLaren. On a demandé à Piastri s'il était prêt à concéder une victoire pour le bien de l'équipe, mais surtout pour le bien du championnat des pilotes la quête présentement, qui est en quête, Lando Norris, de rejoindre Max Verstappen. Donc, on a décidé de se prononcer là-dessus, d'aller un peu contre ce qu'on avait d'établi dans l'ADN de McLaren, qu'on veut laisser une chance égale aux deux pilotes. On n'a pas dit qu'on voulait complètement changer nos principes, mais simplement de réorienter nos priorités. Ce que beaucoup de gens attendaient avec impatience. On parle encore beaucoup trop, ou avec raison, de ce qui est arrivé lorsque Lando Norris avait été demandé de céder sa place à Oscar Piastri, une place qu'on avait donnée injustement à Lando Norris suite à un arrêt au puits là, qu'on avait un peu. On l'avait bien fait, on l'avait fait pour protéger Norris. En tout cas, on ne retournera pas tout sur ce dossier-là, mais en gros, on a sacrifié des points importants qui pourraient venir nous hanter là, à la fin du championnat, ou qui pourraient déjà commencer à nous hanter. Là, on arrive dans le week-end, on sait que la règle a changé, que Piastri est au courant, on va essayer de favoriser Lando Norris, puis coup de théâtre, il se fait éliminer en Q1, ne traverse même pas la Q2, donc ça, là, ça nous a pris un peu tout le monde par surprise. Puis là, il y a eu une certaine polémique autour de ça, le drapeau jaune, qui n'était probablement pas supposé être un drapeau jaune, mais que le temps que Ocon, qui faisait des procédures un peu spéciales en piste, là, un commissaire de piste a eu l'impression que Ocon allait probablement immobiliser sa voiture, a voulu sortir le jaune. Finalement, il faisait que rouler lentement. Ça aurait dû être un drapeau blanc. Ça aurait été une bonne idée même de parler avec notre signaleur Pascal Loyer-Durand, de savoir ce qu'il en a pensé un peu de ça. On s'occupera là, d'y poser la question la prochaine fois qu'on lui parle de toute cette situation-là. Mais ça pour dire, là, il y a eu cette polémique-là. Du côté de McLaren, on a joué un peu, on pensait que c'est ça qui nous avait coûté la journée. Finalement, j'écoutais les commentaires de Jacques Villeneuve qui était au réseau Sky Sports à TSN, puis je partageais pas mal son opinion. Lando Norris n'était pas rendu dans la zone du drapeau jaune, donc il n'avait pas à lever le pied. C'est un mauvais réflexe qu'il y a eu. Vous allez me dire, ben, c'est la sécurité en premier, c'est un réflexe euh, peut-être que plus de pilotes devraient penser comme ça. Sauf que, encore là, c'est la différence des fois entre être trop gentil, être un champion du monde, vouloir pousser à la limite. S'il avait gardé son pied sur l'accélérateur, il n'avait simplement que levé rendu dans la portion où ce que le drapeau jaune était, ben, par le temps qui serait arrivé là, le drapeau jaune aurait changé pour un blanc et puis il aurait pu continuer et maintenir la vitesse. Et même s'il n'avait pas levé le pied ou s'il avait levé juste un petit instant puis s'il avait poursuivi avec son tour, il aurait sûrement inscrit un tour qui l'aurait permis de sortir de la Q1, là. Fait que toi, je voulais savoir qu'est-ce que tu as pensé un peu de ça, de ce côté-là. Tu as été choqué par le. Est-ce que c'était la faute du méchant commissaire ou ça arrive, ça, puis Norris aurait dû réagir différemment? Bon, c'est sûr, c'est une situation, c'est un mauvais timing, comme je peux dire et tout. C'est mauvais endroit au mauvais moment. Oui, je comprends qu'il y avait quand même, il a vu une voiture au ralenti, peut-être il a pensé, peut-être, il a vu peut-être le signal jaune, le drapeau jaune, peut-être, ça l'a pris par surprise. Il a peut-être été, c'est une décision qui se prend en fraction de seconde, hein. Mhm. Donc, il a pris cette décision-là. Puis au final, ben, ça lui a coûté une place plus haute sur la grille, donc se fait éliminer directement en Q1. Ça pardonne pas. C'est sûr que c'est dans un endroit très rapide. Et aussi, j'ai remarqué, Martin, sa sortie du virage 16 était pas optimale non plus. Non, non. Il est parti un petit peu, pas trop au large, mais il a mal négocié son virage et la sortie a été délicate. Donc, je pense que ça le nuit, ça aussi, à sa relance.
Et bon, au final, il a payé cash. Tout simplement, il a payé cash. Et c'est dommage pour Norris de s'élancer aussi loin que ça. Moi, j'ai pas acheté du tout l'excuse d'Andrea Stella. Euh, Après la course, qui voulait un peu jouer là-dessus, il voulait une rencontre avec la FIA. Je me suis demandé à un moment donné si c'est pas le travail de bon père de famille dans l'écurie qui veut enlever un peu la pression sur Lando Norris, puis cacher un peu Mhm. l'erreur de son pilote, parce que si on se regarde dans le miroir ou si on analyse froidement, puis ça, c'est un peu notre responsabilité ici au F1 Podcast de regarder ça, on se dit, tu le mentionnes, erreur à la sortie du virage. Il y avait aussi, c'était sa deuxième essai en Q1. Comment ça qu'avec une voiture qui a fait ses preuves depuis plusieurs Grands Prix, qui a fait ses preuves avec Oscar Piastri qui l'a emmené à l'avant de la grille, comment ça qu'il avait encore besoin d'absolument de son dernier tour pour se qualifier. On a aussi choisi du côté de McLaren de l'envoyer avec en gomme usée. Euh, qui aurait été probablement suffisant normalement, mais quand on regarde, il y a quand même trois pilotes qui n'ont pas eu besoin de ressortir en Q1 pour inscrire un deuxième temps, que le travail était déjà fait après leur première présence en piste. Donc, il s'est mis dans cette situation-là un peu. Puis, on le sait, ça fait partie de la réalité lorsqu'on est sur un circuit routier comme ça, un circuit de façon dans une ville, là, avec les clôtures de chaque côté, les Monaco, les Singapour. Les drapeaux rouges sont souvent présents. Les drapeaux Mhm. jaunes font partie de la partie aussi. On peut toujours se faire gâcher un tour. Donc, à ce moment-là, ça fait partie de la réalité. On aurait dû penser à ça du côté de McLaren, mais en tout cas, ça pour dire, c'est fait. On a sorti de Q1, mais ça le positionnait dans une mauvaise posture là, pour le reste du week-end, pardon. Mhm. Ensuite, pour le reste, si on continue avec la liste, tu m'avais lancé là, sur Norris, donc je voulais quand même fermer la parenthèse là-dessus. Ensuite, Carlos Sainz, troisième. On voit que Mhm. c'est un peu moins à l'aise, hein, malgré que la Ferrari performe bien. Carlos Sainz, de son propre aveu, dit que c'est un peu plus difficile, c'est un circuit qui lui sourit un peu moins bien. Ensuite, tout le contraire du côté de Sergio Perez, c'est vraiment un circuit qui vient l'allumer, qui vient nous rappeler pourquoi Sergio Perez est en F1. Malheureusement, il n'y a pas plus de circuits comme Azerbaïdjan pour lui sur le calendrier, mais quand même, ça a été encore une fois une belle performance. Il réussit à nous démontrer tout son talent lorsque les virages sont à basse vitesse, lorsque le calcul est de précision, qu'on n'a pas nécessairement des virages à haute vitesse qui le favorisent ou lui sourit moins à ce moment-là. Azerbaïdjan, en tout cas, il a honoré sa réputation, une très belle qualification de sa part, là, puis en plus, il réussit à surqualifier son coéquipier Max Verstappen. C'est très, très rare que ça arrive. Je dirais même que ça arrive pratiquement jamais. De mémoire, là, lorsque que je retourne, je regarde là, les dernières fois que c'est arrivé, cette saison, ça s'était pas produit. Puis en mémoire, il y a eu Miami une fois que c'est l'année, je pense que c'est la saison dernière, justement, que Perez était devant Verstappen, mais il y avait eu un drapeau rouge qui avait été provoqué par une sortie de piste de Charles Leclerc, donc Verstappen n'avait pas pu compléter un tour. Il y avait eu aussi la fameuse sortie de piste de Perez à Monaco qui avait causé une polémique comme quoi il avait peut-être fait exprès. Après ça, on s'en rappelle qu'à la fin de la saison, ça avait même fait que Max Verstappen n'avait pas voulu l'aider à finir vice-champion au championnat. Ça, c'est bien sûr, c'était en 2022. Il y avait eu en Arabie Saoudite, ça, c'était en 2023, la saison dernière. Encore là, si ma mémoire est bonne, c'est un bris mécanique de Max Verstappen qui l'avait empêché de compléter un tour. Mais d'une vraie de surqualifier son coéquipier de façon là, en bonne et due forme. Là, moi, je me rappelle pas d'avoir vu ça depuis qu'il est chez Red Bull. Tu pourras peut-être m'aider avec ma mémoire si tu l'as pas loin, là, mais as-tu été surpris par ça? Est-ce que c'est vraiment Perez Bakou lui sourit ou c'était vraiment Verstappen qui connaissait une mauvaise journée samedi? Là? Ben, Perez, quatrième, sur le circuit de Bakou, il n'y a rien d'étonnant. C'est une piste où il est très bon. C'est lui qui a le plus de victoires sur ce circuit-là. Ce qui est, comme tu as dit, ce qui est plus étonnant, c'est qu'il devance Verstappen, c'est ça, pour la première fois de la saison, mais aussi depuis Miami 2023. Donc, ça fait quand même un bon moment, là. Mhm. Et Verstappen s'est raté, puis au final, il est relégué à 2/10. Donc, quand même, là, c'est quand même un assez bon écart, là, surtout quand on compare à Perez, qui n'est pas nécessairement un foudre de guerre, si je peux dire, en qualification. On a fait des changements de réglage du côté de Verstappen entre les essais et la qualification, puis ça a pas payé pour lui. Ça a été mentionné. Donc, dans les circonstances, Verstappen s'en sauve quand même pas si mal par rapport à Norris lors de la journée du samedi, parce que quand on regarde la position de départ de Norris et celle de Verstappen, il y avait matière à augmenter l'écart pour le pilote hollandais. Ouais, exactement.
encore là, ça vient faire que McLaren s'en mord encore plus les doigts. Tu te dis, on voit Verstappen sixième, puis on n'est pas capable d'aller profiter de cette occasion-là, puis de placer notre voiture le plus proche possible de l'avant de la grille pour essayer de s'assurer des points pour le dimanche. Donc, je suis certain que ça l'a ajouté à la douleur de voir que Verstappen n'avait pas réussi à faire mieux que sixième, parce que ce genre de situation-là, ça arrive pas souvent. Donc, il faut Mhm. en profiter du côté de McLaren lorsqu'on nous offre ça sur un plateau d'argent. Tu faisais allusion au réglage avant la journée de samedi. Oui, samedi matin, il a décidé de changer quelque chose sur sa voiture. Puis ça, c'est très rare hein, qu'on voit ça. Puis il le mentionnait lui-même. Normalement, on a la main heureuse là. Lorsqu'on décide de faire des changements de dernière minute chez Red Bull, c'est toujours positif. Même moi, je m'attendais, après avoir vu la séance d'essai libre, puis qu'il a demandé à ses mécanos de travailler là-dessus, genre, il peut nous réserver des surprises, il peut se passer quelque chose. C'est très rare qu'on va à l'envers, là, qu'on se trompe. Ça Mhm. montre à quel point qu'on a des problèmes avec la lecture de la RB20, de savoir où est-ce qu'on se trouve présentement, parce que c'est pas coutume là, de voir ça, autant du côté des ingénieurs de Red Bull que de la part du pilote lui-même, Max Verstappen. Lorsqu'il demande des recommandations, normalement, c'est plus souvent qu'autrement. Je dirais même à 99,9% positif lorsqu'il demande des petits réglages de dernière minute comme ça. Un qui était déçu de sa journée, de sa qualification, il dit qu'il aurait pu faire beaucoup mieux pour l'équipe. Eh bien, c'est Lewis Hamilton, septième avec sa voiture. Peut-être qu'on a eu un peu plus d'informations sur ce qui s'est produit avec la journée de dimanche. On en viendra avec les décisions qui ont été prises par la suite. Il y avait eu George Russell qui avait eu des problèmes moteurs au cours de la journée de vendredi. Il semble bien que c'est peut-être quelque chose qui est venu être un facteur ou quelque chose qui nous a inquiétés par la suite. Donc, on a pris des décisions en conséquence. Hamilton, septième. Alonso, huitième. Je trouve que Mhm. Fernando Alonso, là, ça a été une belle surprise dans le sens que Aston Martin, je trouvais qu'on semblait nulle part dans les journées d'essai libre. Je ne sais pas comment il l'a fait pour positionner sa voiture là. On le sait, on en parle depuis longtemps. Aston Martin a des problèmes avec la traînée. Donc, lorsqu'on arrive dans une ligne droite de 2,2 km, comme sur le circuit de Bakou, ben, c'est sûr que ça donne des cauchemars autant aux pilotes de l'écurie verte qu'aux ingénieurs, aux mécanos et toute l'écurie au complet, là, le département stratégique qui doit essayer de trouver des solutions à ça, mais comment tu veux faire? Tu peux pas les éviter, ces lignes droites-là. Il y en a une de 2,2 km, puis après ça, une fois que tu disputes le premier virage, ben, tu en as une longue là, puis après ça, tu en as une autre ligne droite aussi. Donc, tu peux pas te cacher. Là. Si tu as des problèmes de traîner, ben, t'es dans le trouble. Mais pour Fernando Alonso, j'ai trouvé que c'était un coup de maître là, de placer sa voiture huitième. Est-ce que tu partages cette opinion? Ouais, ben c'est du typique Fernando Alonso qui est capable d'extraire le maximum, le meilleur d'une monoplace. Si je me trompe pas, écoute, si je me trompe pas, Aston Martin avait quand même une bonne vitesse de pointe Oui. par rapport à d'autres voitures. Donc, on a comblé probablement ce manque-là dans la fameuse ligne droite de plus de 2 km. Donc, ça a quand même aidé. Et Alonso, ben, c'est sûr, avec son talent de pilote bien expérimenté, ben, a réussi à peaufiner son tour de qualification et réussir à sortir une très bonne performance. Donc, chapeau à M. Alonso pour ça. On avait apporté une amélioration pour le week-end aussi. Ouais. Il y avait seulement trois écuries qui en avaient. À ce moment-là, est-ce que c'est ce qui est venu aider? Ça semblait pas être le cas dans les essais libres. Je trouvais qu'on Mhm. semblait encore manquer de ce fameux punch-là. Là. Je trouvais qu'on semblait pas nécessairement là. Mais Alonso, je trouve qu'il a réussi à, ben, comme qu'il le fait bien, il a trouvé les petits dixièmes qu'il avait besoin un peu partout pour réussir à placer sa voiture dans le top 10. Parlant de trouver tout ce que ça nous prend pour réussir à performer, ben Franco Colapinto, qui Oui, a monsieur. effectué tout un retour après avoir frappé le mur en commençant sa journée. Nouveau circuit pour lui, même si c'est un circuit qu'on visite en Formule 2. J'ai pas en mémoire que Franco Colapinto a déjà couru sur le circuit de Bakou. Peut-être que tu pourras m'éclairer là-dessus, sinon c'est pas vraiment important. Il l'a jamais fait avec une F1, fait que déjà là, c'est un exploit en soi. De reprendre confiance, perdre la première séance de libre. On sait que toutes les pratiques possibles, il les a de besoin. En tout cas, chapeau à lui, neuvième. J'imagine que tu partages cette opinion-là. Là. Oui, c'est ça, parce que c'est un circuit qui est pas facile à apprivoiser non plus. C'est un circuit qui demande beaucoup de confiance, surtout pour un jeune pilote qui seulement à son deuxième Grand Prix. C'est pas quelque chose d'évident, là. C'est pas un circuit que tous les jeunes pilotes ont l'habitude de rouler. Ben, à F2, on y va depuis quelques saisons, mais je veux dire, c'est pas un circuit où les jeunes pilotes le découvrent dans les catégories inférieures et tout. C'est pas un circuit typique comme les circuits européens, là, mettons, comme on va dire comme Monza, comme Silverstone, comme Spielberg, par exemple. Tu sais. Donc, vraiment, une belle performance de Colapinto qui, je trouve, c'est bien ressorti de cet accident-là. C'est quand même un contact qui aurait pu nuire à sa confiance, mais
je trouve qu'il a bâti là-dessus. Il a réussi à bien faire ça. Puis, Colin, c'est le fun à voir. C'est le fun à voir d'avoir un pilote comme ça, un pilote recru, qui a réussi à devancer son coéquipier aussi avec une drôle de situation à Alexander Albon. Mais je pense que on dit dans plusieurs sports qu'une des bonnes qualités, on en parle dans les lanceurs au baseball, on en parle, on fait référence souvent à ça pour les gardiens de but au hockey, que d'avoir Mhm, la mémoire courte, ça peut venir nous aider mhm, dans certains cas, de ne pas se rappeler de nos moins bonnes performances, mais de se rappeler mhm, de nos bonnes. Je pense qu'en Formule 1 ou pour tous les coureurs automobiles dans ce type de sport-là, qui est autant de compétition, un sport d'équipe, mais qui est aussi très individuel à la même chose, si on est capable là, d'effacer puis de recommencer, je pense que c'est ce que Franco Colapinto a fait au cours du week-end. Il a réussi à bâtir sur du nouveau. Complètement, on s'essuie puis on recommence. Puis c'est ce qu'il a fait. Puis neuvième, comme tu dis, là, déjà là, franchir le top 10, je pense que oui, c'est une victoire pour lui, c'est aussi une victoire pour l'équipe. Bravo à James Falls qui tente de remettre cette écurie-là sur pied. C'était très mal parti en début de saison. Ensuite, on avait apporté notre plus gros emballage d'amélioration, si vous me permettez l'expression française pour le package là, d'amélioration. À ce moment-là, ben, lorsqu'on a décidé d'apporter ça, on a eu le problème avec le fameux plancher qui n'était pas réglementaire. On nous a dit que c'était pas nécessairement un gain de performance, qu'on était capable de faire un petit ajustement, puis on serait capable de conserver ce qu'on avait vu. Forcé d'admettre qu'on nous a pas menti. Depuis ce temps-là, les voitures sont dans le top 10 régulier en qualification. Je pense que c'est tout du positif, ça. Puis là, en plus, on a pris le pari de dire on laisse Logan Sargent, on a l'expérience, elle a assez duré, ça mènera nulle part. On lance Franco Colapinto avec il y avait à peine 9 courses à faire lorsqu'on a décidé de lui donner le volant. Et puis Monza, c'est quelque chose. On a déjà vu des pilotes arriver au volant d'une F1 puis bien s'en sortir. Je pense notamment à Nick DeVries qui avait bien fait au volant d'une F1 à Monza. Puis après ça, lorsqu'il était arrivé à Bakou, ben, c'était toute une autre histoire. Mais là, Colapinto, on pensait peut-être avoir des déjà vus de ça lorsqu'il a frappé la barrière vendredi, mais il s'est très bien ressaisi puis il a fait une très belle séance de qualification de neuvième. Tu en parlais, oui, Alex Albon, 10e aussi, les deux Williams dans le top 10. On aurait peut-être pu même faire mieux si on n'avait pas échappé un espèce de gros morceau jaune fluo de prix dans l'entrée d'air au-dessus de la tête du pilote avant de laisser Alex Albon retourner en piste. Ce moment-là est très inexplicable. Pour ma part, avec mon expérience, moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu qu'on a oublié ce système de refroidissement-là là, qu'on met sur les voitures justement pour aider à tout refroidir, le système, le moteur et toutes ces choses-là. Là, on a laissé ça là. Fait que Alex Albon s'en allait reprendre la piste avec ça. Finalement, il a été obligé de poser sa voiture sur le côté à la sortie des puits. Là, on lui a demandé ce que tu es capable de le rejoindre. Là, il a réussi à faire preuve de dextérité, il s'est tiré les bras, enlever ça. Là, ensuite, il voulait avoir de l'aide. J'ai dit tantôt des commissaires de piste, mais c'est plutôt des signaleurs. Lorsqu'on voulait qu'un signaleur vienne l'aider, mais on n'a pas vraiment le droit d'aider, d'interférer avec une voiture, donc on ne pouvait pas lui l'enlever. Là, finalement, il est obligé de carrément lancer ça à terre sur le bord de la voiture sans le lancer sur l'auto. En tout cas, tout ce moment-là, là, ça fait, encore une fois, ça fait que on a des hauts du côté de Williams, comme la fois qu'on apporte notre amélioration, finalement, on se rend compte que notre plancher n'est pas réglementaire. Là, on réussit à mettre deux voitures dans le top 10 pour la première fois. Je me rappelle même pas de c'est quand est la dernière fois qu'on a eu deux voitures dans le top 10. En tout cas, c'est pas arrivé avec Logan Sargent. Puis là, on se ramasse qu'on oublie ce morceau-là. En tout cas, comment tu as trouvé ça, ce côté-là? Ouais. Écoute, c'est un drôle d'oubli, mais bon, ça donne de la fraîcheur avec ce type de situation-là, pour faire un mauvais jeu de mots. Mais écoute, c'est quand même une grosse opportunité à saisir pour Williams afin d'inscrire des gros points. Parce ils ont eu l'opportunité au cours de la saison de bien se qualifier. Puis parfois, il y a eu des problématiques, il y a eu des erreurs et ça n'est pas arrivé. Donc là-dessus, bravo quand même, malgré cette situation-là pour Alex Albon. Eux qui avaient aussi une très bonne vitesse de pointe, l'écurie Williams dans la ligne droite. Et aussi pour cette drôle de situation-là, Alex Albon a la chance d'être un pilote qui est quand même assez grand. Parce que c'est aussi pourquoi il aurait peut-être été capable de sortir ce refroidisseur-là. Parce qu'il y a des pilotes qui sont très petits. J'imagine pas Yuki Tsunoda être capable de faire ça. Non, Yuki Tsunoda Euh, n'aurait pas été capable. c'est ça, je me dis. Il n'aurait pas été capable de sortir ça. Il a les bras très longs. Il est un des plus grands pilotes, Ouais, Albon. Là, il faut dire qu'il y ouais. avait Berman qui était là en fin de semaine, qui est très grand. On a Hülkenberg aussi. Ocon est très grand.
On a Verstappen aussi, qui est dans les plus grands, même s'il n'a pas l'air de ça, là, quand on le regarde. Russell est un des Ouais, plus grands Russell, ben gagnants. oui, même chose. C'est fini là, l'ère des pilotes à la Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, où on se tient dans les 5 et 6, 5 et 7. Là. On a vraiment des pilotes qui dépassent les 6 pieds maintenant avec les nouveaux règlements qu'on a placés, là, qu'on est capable d'avoir une plus grosse latitude là, sur le contrôle des poids des pilotes puis tout ça. Même c'est un peu ironique là, de dire qu'un gars aussi grand que George Russell a eu une pénalité au cours de la saison pour avoir été trop léger dans sa voiture. Là. Normalement, Mm. ça a été un problème par le passé. Et justement, Nico Hülkenberg a eu énormément de difficultés dans ses débuts en F1 parce qu'il est très grand et de conserver toujours un poids réglementaire là, pour être capable d'embarquer dans sa voiture. Mais oui, Albon qui réussit à enlever ça. Puis là, j'avais une discussion avec des gens concernant ça. Puis il me dit, quelqu'un me dit, ah ben, c'est des choses qui arrivent. Là, j'y pensais, puis je me suis dit, on peut-tu vraiment utiliser l'expression, ah, c'est des choses qui arrivent? Parce que je me dis, ce fan-là, là, on l'enlève combien de fois au cours du week-end pour relancer une voiture en piste? Là? Juste dans une séance de libre, on doit l'enlever à peu près 5, 6 fois. Après ça, t'as 3 séances de libre. Fait qu'on va se dire, mettons, 15 fois qu'on le prend, qu'on l'enlève. Après ça, lors de la course, quand on envoie le pilote en piste, je me dis, c'est quelque chose c'est une, c'est quelque chose qu'on répète environ peut-être 20, 30 fois par week-end. Il y a 20 voitures sur le peloton. Toutes les écuries font ça. On a 24 Grands Prix par année, puis on voit jamais ça. Quelqu'un a oublié ça. Je me dis, puis on l'a vu, là, la réaction des mécanos, la conversation qu'on avait entre les. Tu sais, on se posait pas, on n'était pas en train de se dire, ah, ben oui, c'est des choses qui arrivent. La conversation est assez sévère de dire à quoi t'as pensé, comment t'as pu échapper ça. En tout cas, ça l'a empêché Albon de pouvoir compléter une deuxième tentative dans sa Q3. Est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Ben, j'imagine qu'il aurait peut-être battu Colapinto, on ne le sait pas, mais au moins, c'est pas arrivé en Q2 ou en Q1 parce que là, ça aurait été très catastrophique. On parle de Colapinto, ben on est obligé aussi de parler du deuxième pilote invité, on peut l'appeler un peu comme ça. C'est Oliver Burman. Lui, il a un volant, il a un contrat en poche pour l'année prochaine. Il était là en remplacement de Kevin Magnussen qui purge une suspension d'un Grand Prix pour avoir atteint 12 points de démérite sur sa super licence. Comment tu as trouvé la qualification d'Oliver Burman? Là, il a eu le temps d'y penser et on lui a pas demandé de sauter dans la voiture simplement 1 heure, 2 heures avant parce que Carlos Sainz était en direction de l'hôpital lorsqu'il avait eu sa première essai chez Ferrari là, en début de saison au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Là, il y a eu une semaine pour y penser, les nerfs, le stress. Il y en a que d'autres qui pourraient dire, ben, il y a eu le temps de se préparer aussi, d'étudier le circuit, même s'il avait déjà rendez-vous là au cours du week-end parce qu'il aurait été supposé courir en F2. Est-ce qu'il t'a surpris ou t'attendais-tu vraiment qu'il soit capable de positionner sa voiture 11e, mais pas juste 11e, aussi la placer à l'avant de son coéquipier Nico Hülkenberg, qui est reconnu là, pour soutirer le maximum de sa voiture depuis qu'il est revenu en F1. Là. Ben, c'est une très belle performance de la part de Bearman. Il démontre qu'il mérite sa place en F1, surtout à devancer son coéquipier, qui est pas un de pique là, dans l'exercice Nico Hülkenberg en qualification. Euh, je je m'attendais à ce que Bearman fasse une bonne performance, oui. Est-ce que il aurait pu viser le top 10? Qui sait? Peut-être. Il est peut-être pas passé loin. Je me souviens pas de l'écart de la qualification et tout, mais d'après moi, il a pas passé loin. Un Mais il dixième, prouve un que peu plus qu'un dixième. un petit peu plus qu'un dixième, bon, c'est pas énorme, mais Non. c'est peut-être qu'il aurait pu se rendre là. Écoute, ça prouve tout simplement qu'il a le talent. Il a le talent, le jeune, pour être en Formule 1. Donc, bravo à lui. Je suis super content. C'est une autre occasion à saisir pour Bearman. Puis, c'est ça. Il a très bien fait en fin de semaine. Il a été très fort aussi en essai. D'entrée de jeu, il a été très fort dans les essais. Il y a eu cette anicroche au virage 1 où il a manqué son freinage, puis il est revenu, mais là, il est venu taper le mur Tecpo, le mur de pneu juste du côté droit de la piste. Là, ça a compromis sa séance, il s'en voulait beaucoup. Mais à part de ça, Berman, chapeau. Chapeau en fin de semaine. Oui. Mais en plus, Berman, la dernière fois qu'il a fait des qualifications, il s'était qualifié 11e aussi au Aussi. volant d'une Ferrari. Puis il avait manqué, c'est Lewis Hamilton, rien de moins, septuple champion du monde, qui l'avait privé de se présenter en Q3 par un temps. La différence était un peu moins qu'un dixième là,
c'était des poussières là, qui avaient empêché Oliver Burman Mhm. d'accéder à la Q3. Donc, encore une fois, un petit peu plus, là, il est un petit peu plus qu'un dixième, mais encore 11e. Et cette Mhm. fois-ci, ben, c'est pas au volant d'une Ferrari qu'il l'a fait, c'est au volant d'une Haas. Donc, tu le mentionnais, son accrochage, c'était en séance de libre 3. Donc, ça, Ouais. c'est arrivé quelques heures avant la qualification. Donc, encore une fois, l'aptitude, la qualité d'avoir la mémoire courte, il faut croire que c'est quelque chose qui est plus répandu qu'on pense maintenant chez les nouveaux pilotes qui se présentent en F1. On fait une erreur, c'est pas grave, c'est partie du métier, puis on continue, on essaie de bâtir sur notre week-end. Un qui, euh, un qui connaît des week-ends peut-être un peu plus difficiles, mais tu sais, 12e, je pense que Racing Bulls, on se cherche un peu. On a des bonnes positions. On a une bonne position au classement par rapport à Az. On va avoir une bonne compétition entre ces deux écuries-là là, d'ici la fin de la saison. Du moins, c'est l'objectif qu'on a pour l'écurie américaine, c'est de rejoindre la petite sœur de Red Bull. Tsunoda, 12e, se qualifie derrière Oliver Burman. En tout cas, c'est pas toujours facile, on dirait, depuis quelques Grands Prix. C'est sûr qu'on était habitué de les voir un peu plus dans le top 10 en début de saison. On a apporté des améliorations qui ne semblent pas vraiment fonctionner. Ça a été pas mal l'histoire de l'écurie depuis le début de la saison. Es-tu déçu de le voir là 12e ou tu penses que c'est vraiment rendu leur position maintenant? Je pense que c'est probablement rendu dans leur position. Ça va varier d'un circuit à l'autre, dépendant des caractéristiques des circuits. Est-ce que la voiture peut convenir plus à ce type de circuit-là qu'à un autre? Euh, Tout compte fait, je trouve que Tsunoda avait quand même une opportunité de points à jouer en se qualifiant 12e et a réussi à encore surpasser son coéquipier Ricardo en qualification. Un qui avait bien fait quand même parmi les circonstances. On sait que c'est pas facile pour Alpine lorsqu'on parle de des circuits moteurs. Lorsqu'on a une ligne droite de 2,2 km, bien sûr, ça prend un moteur pour traverser tout ça. Ça prend aussi le Mhm. volet électrique, le volet hybride des Formule 1. C'est un problème, c'est l'épine dans le pied qu'on a chez le manufacturier Renault. On a énormément de difficultés depuis qu'on a passé à l'ère hybride. Eh bien, Gasly a réussi à qualifier sa voiture 13e. Si on s'était parlé tout de suite après la qualification, bon, on aurait dit c'est mission accomplie, on les attendait pas là. Monza, on avait des problèmes au bout de la grande ligne droite, on perdait énormément de cet apport électrique-là. On avait le même problème en début de week-end, finalement, réussi à se qualifier 13e. Coup de théâtre un peu, le couperet est tombé quelques heures après la qualification. On a inspecté la voiture et le résultat était qu'on n'était pas conforme au règlement. Donc, à ce moment-là, ça a été une disqualification. Vous avez été nombreux à m'écrire pour comprendre un peu plus ce règlement-là. Bien sûr, je vous ai répondu sur le champ, mais pour d'autres personnes là, qui n'auraient pas eu le temps de nous écrire ou qui n'auraient pas eu la réponse, eh bien, c'est un règlement sportif, un règlement technique plutôt, qui est le 5.2.3. Ça, on s'en fout un peu du numéro. Ce qu'on veut vraiment savoir, c'est qu'est-ce qu'il veut dire, ce fameux règlement-là. C'est que les voitures, dans leur consommation d'essence, n'ont pas le droit de dépasser 100 kg d'essence par heure. Donc, en ce moment-là, c'est pour l'efficacité des moteurs. On veut pas ça vient aussi aider la performance, bien sûr, si on a un plus gros débit d'essence, bien, à ce moment-là, on en brûle plus et la chambre à combustion fait son travail. Et à ce moment-là, bien, on gagne de la performance. Et là, on veut priver ça, non seulement pour rendre les voitures plus efficaces et moins gourmandes pour la pollution et toutes ces choses-là, mais aussi pour contrôler la performance, pour que ça soit légiféré pour tout le monde, qu'on ait un terrain égal. Même si Alpine a essayé de prouver qu'on n'avait pas eu de gain significatif, mais le règlement technique impose que on va même pas jusque-là, on peut pas aller en appel. Aussitôt qu'on se conforme pas au règlement technique, mais c'est une disqualification, c'est écrit noir sur blanc. On n'a pas le droit à l'interprétation du règlement. On n'a pas le droit de soumettre une preuve comme quoi que, on n'a rien gagné, ça est arrivé pendant un certain moment, tout ça. On se rend même pas là. Vous n'êtes pas conforme au règlement technique, c'est une disqualification directe. Je pense que c'est une bonne partie du règlement, ça. Je suis content que c'est honoré de cette façon-là. Donc, est-ce que tu penses, je te pose la question, on partira pas des grosses conspirations, mais est-ce que tu penses qu'on faisait exprès du côté d'Alpine, même si on dit que non, est-ce que c'est une façon qu'on aurait trouvé? Parce que plus souvent qu'autrement, j'ai été surpris à certains grands prix où ce qu'on réussissait quand même à être performant malgré qu'on dit qu'on a 30 de moins dans notre rapport moteur, ou tu penses que c'est juste un cas isolé, là, on s'est pas fait prendre la main dans le sac sur quelque chose qu'on faisait régulièrement, c'est juste on a mal compris notre moteur puis il y a eu un problème technique. Pour moi, c'est peut-être plus la deuxième option. Ben, je ne peux pas dire comme tu as dit auparavant avec le code de Albon, c'est des choses qui arrivent, mais en tout cas, d'après moi, c'est une erreur. D'après moi, c'est une erreur qui est arrivée pour une mesure non conforme liée au débit de carburant sur la A524.
c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent pas souvent. Puis Non, ensuite, c'est ça, exactement. après ça, ben, Hülkenberg, 13e, on en parlait. 14e pour Stroll, pas facile pour Lance Stroll. Non, Pourtant, c'est le circuit où il avait eu son premier podium dans une course complètement folle. Si je me rappelle bien, c'était même à sa première saison en F1 avec c'est Williams. 17, ouais. Ensuite, 15e pour Ricardo, on disait, réussi moins bien que son coéquipier. 16e pour Lando Norris. Daniel Ricciardo, pourtant, c'est un circuit, on allait un après l'autre. Monza, il a déjà gagné là-bas et aussi à Bakou. Je m'attendais peut-être à mieux que ça pour sa part. Ouais. Norris, 16e, 17e pour Bottas, 18e pour Joe et 19e pour Ocon, qui lui a eu tout plein de problèmes au cours du week-end, des problèmes moteurs notamment. Puis on l'a même vu là, durant la course, on a été obligé de changer son moteur avant que ça commence. C'est ce qui complète pas mal notre bloc qualification. En terminant, as-tu quelque chose à ajouter sur les derniers noms que je t'ai nommés? Écoute, à part qu'on a encore beaucoup de mal chez Steak Kicksauber, qui est l'habitude, en fait, malheureusement, c'est la voiture du fond de grille et Ocon qui a eu, c'est ça, comme tu as dit, toutes sortes de problèmes depuis le début du week-end. Qui a dû partir de la ligne des puits. Bon, ben, c'est ce qui complète notre volet du samedi. Maintenant, on rentre dans l'action pure, c'est-à-dire le Grand Prix qui avait lieu dimanche dans le centre-ville de Bakou. Dimanche était le temps pour la 17e ronde du calendrier de 24 courses. C'était le temps de ronronner sur un site du patrimoine mondial de l'UNESCO dans la ville des vents, la capitale de l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire le centre-ville de Bakou. On a eu toute une course, Kevin, un spectacle en deux temps. As-tu été satisfait de ce qu'on a eu dans notre dimanche? Ouais, en tout somme, j'ai quand même été satisfait. On a une bonne course. Pas la course de l'année, mais on a quand même eu une bonne course. Donc, moi, je suis satisfait du week-end que j'ai eu en Azerbaïdjan. En tout cas, je me prononce pas trop vite de dire qu'on a battu ce qu'on avait connu la saison dernière, autant dans la sprint que dans la journée de dimanche, parce que ça, Ouais. là, c'était tout un spectacle endormant qu'on avait eu là. Moi, c'est très rare que je réussis à pas trouver du positif dans un week-end de course. Ça a été très, très dur de faire le podcast la saison dernière là-dessus, de trouver quelque chose là, à raconter, parce que ça a été somnifère après somnifère, des courses avec pas vraiment de dépassement. Là, au moins, on en avait seulement qu'une au cours du week-end, dimanche. Je pense que c'était une bonne idée peut-être de retirer la formule sprint dans ce circuit-là. Peut-être qu'on va le rajouter dans le futur, là. Mais j'étais bien content, disons, au début de l'année, de voir qu'il n'était pas sur le calendrier des courses sprint. Ça a été une journée qu'on peut dire à l'honneur dans la course automobile. C'était une journée très occupée pour plein de séries. Ça commençait très tôt le matin et on peut donner que la journée, c'est McLaren qui l'a remporté. Je Mhm. t'explique pourquoi, mais t'es pas sans savoir que c'est Gabriel Bortoleto qui a saisi le règne du championnat du monde de Formule 2. Il n'est pas champion encore, mais c'est lui qui est rendu en tête. Il a dépassé un pilote Red Bull lorsqu'on dit que la rivalité Red Bull-McLaren ben, s'étale un peu plus loin que seulement en F1. C'est Isaac Hadjar qui dominait le championnat depuis déjà un certain temps. Maintenant, Bortoleto l'a dépassé à 169 points et demi versus 165. Donc, le pilote McLaren prend l'avance aussi dans la série de préparation à la Formule 1. Après ça, on a eu un autre pilote qui est plus ou moins encore avec McLaren, il fait encore partie un peu de la filiale, sauf que on a eu des démêlés en justice, mais quand même, Alex Palou, même s'il n'est pas pour l'écurie McLaren en Indy, c'est quand même un pilote qui a encore ses droits, qui appartient à l'équipe Orange Papaye. Eh bien, lui, il a été couronné champion en Formule Indy. C'est déjà un troisième titre en 4 ans et un deuxième d'affilée pour lui. Donc, c'est tout un accomplissement aussi. Là. S'il réussit même l'année prochaine à en gagner un quatrième, mais il y a seulement quelques pilotes qui ont réussi à en gagner plus que trois, dont Sébastien Bourdet, Mario Andretti, Dario Franchitti, Scott Dixon et AJ Fort. Donc, encore là, ça va bien pour la filiale McLaren, même si on n'a pas trop de problèmes avec nos pilotes. Je pense pas qu'on en recherche trop pour notre futur, puisque notre plus récente acquisition en Formule 1, c'est-à-dire Oscar Piastri, ben, c'est lui qui a remporté le Grand Prix de F1 en Azerbaïdjan. Un petit mot sur toute cette journée de sport automobile-là. Je sais qu'avec les deux enfants, la famille et tout ça, c'est peut-être pas évident de tout suivre ça, mais tu avais quand même jeté un coup d'œil à la F2 ce matin, là. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, quand même, belle performance de Bortoleto qui profite des déboires de Isaac Hadjar parce que Hadjar,
C'est 2 week-ends consécutifs, c'est Monza et Bakou qui n'inscrit aucun point. Et ça fait mal au championnat des pilotes parce que Bortoleto, comme tu as mentionné, vient de passer devant lui. Il reste 2 week-ends, donc à Losail, au Qatar et à Yas Marina, Abu Dhabi, tout simplement. Donc, il reste 2 week-ends de course et ça va être intéressant à voir ça pour la suite des événements F2. Et Palou, ben oui, comme tu l'as mentionné, déjà triple champion du monde en Indy. C'est le premier champion back-to-back, là, un championnat à la suite de l'autre depuis Frank Kitty au début des années, je pense, la fin 2000 ou début 2010. Là, j'ai pas souvenir de. Mes souvenirs d'IndyCar sont pas les meilleurs, mais c'est ça. Donc, il remporte un autre championnat du monde devant Will Power, qui est un vétéran de la série. Donc, bravo à Alex Palou. Will Power, de mémoire, pas loin de 42 ans ou 43 ans. C'est le Ouais. Fernando Alonso en Indy, quoi qu'il y en a plus qu'un, là. Ouais, ouais, Des gars Scott d'une quarantaine. Dixon aussi, ouais. Ouais. Moi, c'est drôle parce que, tu sais, bien sûr, j'adore la Formule 1, vous le savez, mais l'Indy, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment le temps de suivre. Tu sais, j'essaie de voir, je pense qu'il y a des courses intéressantes, il y a des championnats intéressants. Puis, il y a quelques années de ça, là, peut-être 2 ans, à un moment donné, j'avais vu les noms Dixon puis Power. Il a fallu que je fasse appel à Google pour être sûr que c'était pas leurs enfants qui étaient rendus en Indy, là. Je me dis, je pouvais pas croire que c'était encore eux. Genre, vois que le gars à Scott Dixon, tu sais. Finalement, non, non, il n'y a pas de junior, il n'y a rien. C'est bel et bien Scott Dixon avec Mhm. une quarantaine d'années. Puis même chose pour Will Power. Donc, en tout cas. Ben, c'est ce qui conclut un peu notre volet indie. Je voulais pas trop s'étirer là-dessus, mais je l'ai quand même souligné puisque Palou, on a parlé dans notre épisode entre deux courses pour les gens qui n'ont pas écouté ça. On s'est penché sur le sujet là, avec notre collaborateur François Goulet, qui est un expert là, de tous ces séries-là de courses automobiles, sur comment arriver en F1. Il n'y a pas un parcours tout écrit. C'est pas toujours facile d'y avoir accès. Bien sûr, plus souvent qu'autrement, on accorde trop d'importance à l'argent et on s'était penché sur le volet Formule 2. Justement, on a parlé de Gabriel Bortoleto. On avait aussi parlé de l'Indy, voir qu'est-ce que ça prend pour ces pilotes-là. François nous avait mentionné aussi qu'on donne pas une rémunération assez importante sur la super licence. Mhm. On donne pas assez de points pour que les pilotes puissent accéder à la Formule 1. Lorsqu'on voit un gars comme Alex Palou qui a une certaine affiliation avec McLaren, 3 fois triple champion en Indy, puis on l'entend très peu souvent dans des rumeurs. Je le sais que, comme je disais, ton temps est quand même précieux. C'est pas évident de tout suivre ces séries-là. Pour la F2, je voulais juste te reposer la question que j'ai demandé à notre collaborateur Jean-Christophe vendredi. Est-ce que Bortoleto présentement en fait assez pour être considéré pour un des 2 volants restants? Parce que on va oublier la portion chez Racing Bull. Je serais très surpris de le voir aller là. Je pense qu'il appartient déjà à Liam Lawson. Mais celui chez Audi, aux côtés de Nico Hülkenberg, est-ce que tu vois que Bortoleto est en train d'attirer suffisamment l'attention pour déclasser un gars comme Valtteri Bottas? Je trouve que ça serait intéressant de voir Bortoleto arriver en Formule 1. Je trouve que là, on est rendu à cette étape-là d'avoir plusieurs jeunes qui cognent à la porte de la F1. Il y en a qui vont débuter l'année prochaine. Il y en a qui ont déjà fait leur marque, dont Bearman, dont Lawson qui devrait Mhm. probablement être là l'année prochaine, dont Antonelli qui va être là, Doohan va être là. Donc, les jeunes sont là, les jeunes cognent à la porte, ils sont prêts. Ils sont prêts, puis je crois honnêtement que Bortoleto est prêt à avoir ses performances, là, à moins qu'il s'effondre là, dans les 2 derniers week-ends. Moi, je pense qu'avec ce qu'il démontre, je trouve qu'il a sa place. Est-ce que, justement, tu mentionnais les performances qu'on voit présentement, là, qu'on a vu aujourd'hui de Burman et qu'on voit de Colapinto depuis 2 Grands Prix, Colapinto. même si c'est pas les plus gros échantillons. Est-ce que tu penses que ça vient aussi aider Audi à se faire une décision, puis être peut-être un peu moins craintif de prendre la chance, si on peut le mettre comme ça, sur un gars comme Bortoleto? Ben, c'est sûr que ça peut, ça peut être une décision risquée parce on peut toujours se fier à l'expérience de Bottas, Mhm. effectivement. Mais tu sais, au final, qui risque rien n'a rien. Et le marché brésilien c'est quand même un bon marché en sport automobile et tout. Et Bortoleto, c'est un pilote brésilien et tout. Donc, ça fait quand même un petit moment là, qu'il n'y a pas eu de pilote brésilien en Formule 1. Donc, ça serait une belle opportunité pour lui de faire ses preuves en Formule 1. Donc, moi, si j'étais Sauber, en tout cas pour l'année prochaine, je n'hésiterais pas à l'essayer Bortoleto, quitte à l'essayer un an. On va voir qu'est-ce qu'il y en est. Et après ça, on prendra une décision. Mais moi, je serais prêt à l'essayer pour un an.
Il est un membre de la filiale de Fernando Alonso, Alonso Oui. Management. Donc, il a aussi, si Oscar Piastri avait un dénommé Mark Webber, qui pouvait Mhm. le conseiller et l'aider à négocier, mais aussi mousser son nom dans les paddocks pour convaincre quelqu'un de prendre une chance sur lui, il y a fort à parier qu'un un gars comme Fernando Alonso a une très bonne influence là, pour l'aider à se dénicher un volant. Si on passe maintenant dans la journée là, qu'on a eue dimanche, on mentionnait Oscar Piastri a remporté le Grand Prix. C'est très rare que la personne qui s'élance de la pole position, je dirais pratiquement, ça arrive pratiquement jamais parce que il y a seulement Valtteri Bottas qui a remporté une course de la pole position au circuit d'Azerbaïdjan à Bakou. C'est pas Charles Leclerc, encore une fois, qui a réussi à concrétiser une pole en victoire. Lui qui en était à sa quatrième de suite, on le mentionnait. C'est Oscar Piastri qui l'a remporté la course. Comment il a fait ça, Oscar Piastri? Eh bien, non seulement c'est lui le pilote de l'heure présentement en F1, on n'aurait pas pensé nommer quelqu'un d'autre que Max Verstappen. De ça, me semble juste qu'il y a un mois, on aurait pensé que c'était invraisemblable de mentionner quelqu'un d'autre que Verstappen lorsqu'on parle de pilote de l'heure. Mais dans les 7 derniers Grands Prix, c'est le pilote australien Piastri qui a marqué plus de points que n'importe qui. Il est arrivé au 16e tour. C'est là que je trouve que l'action a vraiment commencé. Après l'arrêt au puits, là, c'est là qu'on vraiment sa McLaren a pris vie. On l'a vu depuis le début de la saison lorsqu'on met les fameuses gommes dures sur la voiture orange papaye. Ça vient, on fait plus jeu égal, pantoute là, avec plus personne sur la grille. On réussit toujours à se démarquer. Et c'est là qu'on l'a vu. Il a réussi là. J'attire ton attention là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'a fait écarquiller les yeux quand même. Lorsqu'il est entré au puits, Charles Leclerc avait une avance de 5 secondes, ok, de 6 secondes même pratiquement. Et ça l'a fondu complètement lorsqu'on a fait, on a appelé Piastri au puits, il a fait son arrêt avant Leclerc, il est ressorti et tout d'un coup, il était rendu à 1 seconde du Monégasque. Mhm. Donc ça, chapeau à McLaren, oui, d'avoir saisi le bon moment pour faire un arrêt au puits. On leur a reproché ça au cours des derniers Grands Prix, mais aussi, c'est tout un vote de confiance et un vote de performance qu'on peut donner à la voiture de dire, lorsqu'on met les gommes dures, là, on est capable de manger 5 secondes parce que je comprends là, qu'il y a toujours le facteur undercut qu'on appelle lorsqu'on arrête avant notre adversaire et qu'on gagne un tour de plus sur lui avec des gommes plus performantes alors que lui est toujours dans ses gommes usées. Mais quand même faire fondre le 5 secondes si vite que ça. Surtout que la gomme plus dure demande encore plus de temps au pilote pour monter les températures. Et ça, c'est quelque chose qui est pratiquement inexistant sur la McLaren. On se lance en piste sur les gommes dures. Ils sont déjà à la bonne température, à la température performante. La preuve, on avait Sergio Perez qui avait déjà complété un tour de plus sur ses gommes. Donc, normalement, il aurait dû avoir un certain avantage. Arriver avec des gommes qui sont plus dans une fenêtre de température pour avoir une bonne performance. Finalement, ça l'a même pas paru. Et puis, Piastri a réussi à filer, puis aller rejoindre Leclerc et compléter probablement un des plus beaux dépassements de la saison en F1, Oui. en retardant son freinage de façon là, plus que téméraire. Là. Il a décalé le freinage de beaucoup. Même que Charles Leclerc a été surpris qu'il a tenté un dépassement là. Il ne n'attendait pas. Puis de son propre aveu, il a dit, je pensais même pas qu'il allait réussir à compléter le virage. Je pensais qu'il allait faire un tout droit. Finalement, Oscar Piastri a réussi à faire coller la voiture et compléter le dépassement. Puis après ça, ben, il a réussi à résister aux attaques du Monégasque. Mais as-tu trouvé, en gros, là, il y avait beaucoup d'informations là-dedans, tout ça. Mais comment tu as trouvé ça, la performance d'Oscar Piastri aujourd'hui? Super, phénoménal, sensationnel. Il y a beaucoup de mots, là, mais écoute, c'est une grosse victoire de Piastri à Bakou. Euh, Deuxième en carrière avec, comme tu as dit, un dépassement très bien réussi sur Leclerc. Je pense il a plongé. J'ai regardé la distance, là, pas la distance d'attaque. Je pense qu'il y avait plus d'une quinzaine de mètres avant qu'il réussisse son dépassement. Donc, un très gros dive bomb, comme on dit dans le jargon, bien négocié, bien maîtrisé, sans bloquer les roues. Il aurait pu passer tout droit. Il aurait pu carrément manquer son coup et filer dans l'échappatoire, mais non, ça a bien collé à la piste et il a réussi à bien faire son dépassement. Bravo à Piastri. Ça lui donne maintenant 222 points au classement des pilotes. Il est bien installé au quatrième rang, à seulement 13 points de Leclerc aussi. C'est pas beaucoup, 13 points là, entre les deux. Puis Martin, il n'y a même pas 2 saisons d'expérience, puis il y a autant de victoires que Norris. Et l'écurie mène le championnat des constructeurs pour la première fois depuis 2012, si je me souviens bien.
Donc, ça fait quand même un bon moment. On a pris l'avance de 20 points au championnat. On avait Aussi. 8 points d'écart au début du week-end. Finalement, on ressort de Mhm. là avec 20. Ouais. Puis en plus, je pense qu'Oscar Piastri a trouvé la meilleure façon de dire à tout le monde que moi, je n'ai pas besoin de la papaya rule. La meilleure façon d'éviter ça, c'est de dire, moi, je vais être en avant de tout le monde, puis vous viendrez me l'enlever, ma position. Il n'y a pas eu besoin tu sais, c'est quasiment catch me if you can, qu'on dit en anglais, attrape-moi si tu peux. C'est pas mal ça qu'il a fait Mhm. tout au cours du week-end. C'est sûr que Lando Norris lui a ouvert la porte là, en étant éliminé si tôt dans une qualification, mais quand même, là, Oscar Piastri a montré là, que il est le pilote d'avenir de l'écurie McLaren. Il y a aucun doute là-dessus. Tu le disais, 2 victoires en même pas un an et demi en F1. Puis là, on comptabilise pas sa victoire en sprint aussi qu'il a eu. Donc, il Ouais. a techniquement l'avantage sur son coéquipier Lando Norris. Je pense que Lando Norris, ça pèse plus qu'on le pense aussi, là qu'il retourne à égalité. Ça veut dire que la prochaine victoire qui pourrait aller du côté de Oscar Piastri, ben là, il pourrait prendre une avance en plus d'avoir la sprint, en tout cas, tout ça. Mais c'est surtout la façon qu'il le fait. Il est très, très calme. Il réussit à, malgré la pression sur lui, c'était un peu lui que ça reposait sur son sort en fin de semaine. Autant pour le championnat des constructeurs, comme tu dis, il peut aussi finir devant Charles Leclerc. C'est certain qu'il sait qu'il est conscient de ça. Il y avait sa famille aussi. Quand on se rapproche plus proche de l'hémisphère de l'Australie, ben à ce moment-là, c'est sûr que ça devient pratiquement un circuit à la maison pour lui. La famille en profite pour être là. On était là justement à Azerbaïdjan. Euh, Singapour, ça sera la même chose. Ça sera un Grand Prix qui se rapproche de chez eux. Donc, tout ça, là, je Mhm. pense qu'il risque d'être menaçant là-bas aussi. En tout cas, la performance. Puis moi, j'étais sûr qu'il ne réussissait pas son dépassement pour vrai. Pas parce que je pense qu'il est pas bon, mais c'était, comme tu dis, un dive bomb, une bombe à l'intérieur. Il a réussi. Mhm. Je sais même pas comment il a réussi ou quand il a freiné sa voiture pour être capable de compléter le dépassement et aussi la garder dans les limites de la piste parce que à ce Ouais. secteur-là, on peut aussi mettre les roues un peu trop à l'extérieur puis se ramasser. Non seulement il y a le mur qui est là pour nous accueillir aussi, mais on a une petite section avant qu'on pourrait, il aurait pu sortir un peu plus. Puis à ce moment-là, on lui aurait demandé de redonner la position. Puis je pense que ça passait ou ça cassait là. On n'avait pas peut-être d'autres opportunités dans la course de passer Mhm. Leclerc. Encore là, de savoir quand saisir ses opportunités. Il l'a bien vu, il a vu juste que c'était là son opportunité, il fallait qu'il la saisisse, il l'a fait. Et après ça, on a vu là, Charles Leclerc tenter de revenir. Puis des fois, le 8/10e, même le DRS, qu'on avait allongé la ligne DRS pour le week-end, un deuxième week-end consécutif, on avait 100 mètres de plus sur la zone DRS. C'était pas toujours suffisant pour compléter un dépassement, surtout lorsqu'on est à voiture avec une performance qui est semblable. Donc, Leclerc a eu quand même qui a essayé tout le reste de la course et ne pouvait pas. Puis ce que j'ai trouvé très bien là, de Piastri, c'est que c'est une belle présence d'esprit de savoir que le circuit de Bakou, comment il est construit, c'est 3 virages à gauche consécutifs lorsqu'on sort de la grande ligne droite. Fait qu'à ce moment-là, si tu te positionnes à l'intérieur, t'es bien avantagé pour les 3 premiers virages. Puis ça, je pense que Piastri, à toutes les fois qu'il a défendu, il se plaçait, il allait chercher son intérieur, forçait Charles à peut-être plus opter vers l'extérieur. Son dépassement, lorsqu'il a vu que Leclerc avait peut-être pas eu cette présence d'esprit-là en se tenant sur le côté droit de la piste et non à l'intérieur gauche, bien, tout de suite, il a décidé de s'accaparer l'intérieur, compléter ce virage-là. Donc ça, peut-être que c'est juste un hasard, mais je pense pas. Je pense qu'il était conscient de savoir qu'automatiquement, si tu te positionnes à la gauche, puis tu prends ce virage-là, ben après ça, tu es en bonne position pour la deuxième ligne droite, le deuxième virage ainsi que le troisième virage. Donc encore là, c'est tous des beaux réflexes qu'il a déjà à son si jeune âge, comme tu mentionnais. Pour Leclerc, ben, je pense que ça a été une belle performance dans l'ensemble. On rappellera aux gens à cause de sa collision qu'il avait subie vendredi matin, ben, il a été en retard dans ses programmes, donc il n'avait pas fait de simulation de course. Donc, il n'avait aucune idée de ce que sa voiture aurait l'air dans son comportement lorsqu'il se présenterait dimanche. C'est sûr qu'on avait des statistiques de Carlos Sainz pour se baser un peu, sauf que lui, question de sentiment, de ce qu'il ressent dans la voiture, il ne l'avait pas vécu avec un peu plus d'essence et de savoir aussi quel genre d'usure il aurait sur les pneus. Je pense que c'est ce qui lui a coûté en fin d'épreuve. On l'a vu qu'il l'a dit, ça tenait plus du tout. Il a eu peur même à quelques reprises. Il dit qu'il a passé très près d'envoyer sa voiture dans le mur. Le train arrière ne voulait pas tenir. Donc, du côté de Charles Leclerc, là, je trouve que ça a été, même si certains vont dire encore une fois, 26e pôle, réussit pas à saisir ses opportunités. Je pense que dans l'ensemble, quand même, c'est pas complètement gâché ce week-end-là. Il a bien fait, là. Il a quand même très bien fait, Charles Leclerc. Il a fait tout ce qu'il pouvait, au moins, pour essayer de gagner cette course.
C'est ça. Ben, il y a des regrets parce qu'il a mentionné qu'il aurait dû mieux défendre sa position au freinage du virage 1. Ouais. C'est ça qui a permis à Piastri de le dépasser. Il était plus rapide dans les virages, alors que c'était le contraire. Le McLaren était meilleur en ligne droite. Donc, c'est ça, comme tu as mentionné, c'est dommage pour Charles. Quatrième pole qui ne convertit pas en victoire à Bakou. Au final, ben, ça le place quand même à 19 points de Norris au championnat des pilotes. C'est sûr ça y fait mal. On l'a vu à la mine sur le podium, il était déçu, il était frustré parce qu'il y avait une occasion à saisir, il y avait une occasion de gagner un autre Grand Prix après Monza, après Monaco. Ça aurait été un triplé pour lui, mais finalement, ben, il doit se contenter de la deuxième place. Oui, exactement. C'est sûr que c'est toujours une opportunité ratée. Tu le mentionnes aussi, on le considère pas beaucoup, mais il pourrait être champion du monde, Charles Leclerc, là. On parle Mhm. de Norris, Verstappen, mais si ça continue comme ça, si la tendance change une autre fois comme qu'on a déjà vu à quelques reprises cette année, Ferrari semble bien parti. On peut pas les compter pour battus. L'année dernière, c'est la seule victoire autre que Red Bull. Eh bien, c'était arrivé au circuit de Singapour et c'était une Mhm. Ferrari. C'était Carlos Sainz cette fois-ci au volant. Pas, on doit les compter comme étant des sérieux candidats. Donc, en ce moment-là, une autre victoire, on commence à mettre de la pression, ça bouscule un peu le championnat. Tu disais que oui, Piastri se rapproche de Leclerc. Leclerc se rapproche aussi de Norris. Donc, on pourrait se ramasser là avec une belle bagarre. Peut-être que c'est un peu moins encore là, c'est sûr, s'il continue sa tendance, peut-être que Oscar Piastri devenir champion du monde, c'est peut-être plus loin comme suggestion, mais Leclerc, il faut quand même le prendre en considération. Et puis il y a Ferrari aussi qui pourrait s'inviter puis devenir champion constructeur. Là. On dit encore là le duel Ferrari Red Bull McLaren, mais Ferrari est pas si loin que ça non plus. Puis juste pour mentionner, oui, le fait que c'était sa 26e pole, seulement 7 victoires en carrière pour Ouais. Leclerc. Ça aussi, veut pas, ça vient. Il devait y penser sur le podium. Là. Si nous autres, ça nous revient constamment, puis c'est mentionné souvent, le 26 poles, seulement 7 victoires. C'est pas le genre de statistique à quoi qu'on s'attend. Donc, c'est sûr qu'à la longue, ça pèse un peu lourd. Exactement. Ferrari est à, si je regarde bien, 31 points de Red Bull du deuxième rang. Donc, c'est sûr que quand on voit le niveau de performance de la Red Bull en ce moment et quand on voit ce que Ferrari peut faire depuis quelques Grands Prix, il y a peut-être matière au moins peut-être aller chercher une P2 au championnat constructeur. C'est sûr que ça peut être intéressant d'aller viser la P1, mais deuxième place, je serais peut-être pas étonné. Je serais peut-être pas étonné chez Ferrari. Non, que Red Bull se ramasse à finir même troisième au championnat, ça, Mhm. C'est possible. championnat constructeur, ça, c'est une possibilité. Du moins, avec la tendance qui s'est installée, c'est pas un pari très osé là, de dire Mhm. ça. C'est très valable. Euh, c'est George Russell qui a terminé troisième, mais tu vas comprendre pourquoi j'ai envie de parler de Sergio Perez avant. Sergio Perez qui menait une course un week-end sans faille, comme il a connu très rarement depuis quelques saisons. Il y a toujours quelque chose qui vient un peu gêner le travail. On s'en allait vers un bilan parfait pour Sergio Perez. On s'en allait dire qu'il avait connu tout un week-end jusqu'à temps que il commence à avoir la chance de probablement saisir une opportunité de s'inviter dans une bagarre à trois qui se dessinait pour peut-être même remporter le Grand Prix. Finalement, il y a Carlos Sainz qui s'est invité dans ce duel-là. Puis là, il s'est passé une collision que certains ont eu encore de la difficulté à expliquer. Il y a eu un contact. Toi, tu avais ton opinion là-dessus. Je te laisse un peu l'expliquer, ce que tu as vu un peu là, de ce contact-là en fin d'épreuve, là, dans le dernier tour. Là. Ben, Martin, je te dirais que ça s'enlignait pour arriver. Parce qu'on Mhm. arrive dans l'avant-dernier tour, si ma mémoire est bonne, c'est une place sur le podium qui est en jeu. Donc, c'est pas n'importe quoi, là. C'est pas une douzième place, là. Donc, c'est une place sur le podium. Leclerc veut conserver sa position avec une voiture dont les pneus arrière sont très usés. Perez qui veut obtenir un premier podium depuis plusieurs mois. Sainz qui veut sa part du gâteau. Moi, écoute, je me suis dit, après le virage 1, ça va mal se terminer. Puis juste après le virage 2, il y a une Red Bull, puis il y a une Ferrari dans le mur. Je trouve que Sainz s'est légèrement déporté vers la gauche. Pas beaucoup, juste un peu. Même s'il regarde dans son rétroviseur, il sait que Perez est là. Et Checo Perez, lui, reste sur sa trajectoire, mais il y a assez d'espace à sa gauche aussi. Et voilà, bang, l'addition se paye cash. À leur défense, le soleil était assez bas aussi à ce moment-là, donc la visibilité peut-être un peu plus délicate. Là, donc peut-être que Sainz a mal évalué la distance de Perez, qui lui aussi n'a peut-être
pas bien vu Sainz se déporter vers lui. C'est pour ça qu'on a classé ce cas-là en incident de course. Moi, je pense pas qu'il y avait de mauvaises intentions de la part des deux pilotes. Finalement, ils se retrouvent dans le mur et bon, c'est bien dommage parce que ça a été un bon week-end pour Perez depuis vendredi. Ouais, c'est ça, c'est un beau week-end gâché. Je pense que ton interprétation, le fait du soleil, c'est exactement ça, là. Il était aveuglé. Je rajouterais aussi que les deux pilotes voulaient aller chercher l'aspiration de Leclerc à l'avant. Mhm. Donc, Aussi. moi, j'ai vu ce que tu parles, que Sainz s'est comme déporté un peu vers sa gauche. Puis j'ai comme eu l'impression, après quelques reprises, de voir Perez s'enligner un peu vers la droite. Mais c'est tellement minime des deux côtés. On dirait que les deux voulaient, lorsqu'on va chercher l'aspiration, bien sûr, c'est qu'on veut tenter que la voiture devant Mhm. bloque l'air pour nous, là, pour faire, comme on Mhm. dit, une espèce d'effet de slingshot. Là, on vient aspirer la voiture, là, quasiment comme une balayeuse. Là. Et puis ça, à ce moment-là, ben, ça aide à aller plus vite. Là. Donc, on a essayé un peu d'aller chercher ça autant des deux pilotes. On voulait s'aligner, se centrer derrière la voiture de Leclerc sans trop regarder ce que l'autre faisait. Comme tu dis, oui, Sainz a regardé un peu dans son rétroviseur. On avait le soleil à l'avant. Fait que je pense que c'était une circonstance d'une série d'événements très rapides qui a fait que c'était question d'arriver. On était aussi en fin d'épreuve. Il y a toujours Mhm. aussi l'effet concentration, l'effet fatigue, l'usure des pneus. Tout le monde avait poussé pas mal lors de la course, en tout cas. Ça pour dire, c'est pas le résultat qu'on souhaitait. Est-ce qu'il y avait quelqu'un à punir plus qu'un? Je pense que la décision de la FIA était bonne. Bien malin celui qui pouvait donner le tort à seulement un pilote dans cette situation-là et simplement dire que c'est de la faute à un plus que l'autre. Moi, j'aurais pas pu. Puis ma mentalité face aux pénalités, c'est lorsqu'on décerne une pénalité à un pilote, on doit être capable de lui donner là, un petit compte-rendu là, de tu as fait ci et ça, c'est pas bon. Et la prochaine fois, tu devrais faire ci, ça pour ne pas que ça se produise. Mais là, qu'est-ce que vous voulez dire à Carlos Sainz ou à Sergio Perez? Dire, ah ouais, faites plus ça, c'est pas bon, les gars. Je pense que les deux s'en ont rendu compte, mais y a-tu vraiment quelque chose qui peut. Il n'y a pas eu un freinage tardif, il n'y a pas eu un coup de volant excessif, il n'y a pas quelqu'un qui a essayé de bloquer l'autre dans une zone de. Il n'y a rien dans cette situation-là qui fait que on pouvait leur dire fais plus ça, puis t'es à tort là-dedans. Donc à ce moment-là, moi j'y vais avec un incident de course. Tu y allais de la même avec Ouais. ouais, la même conclusion toi aussi de ce côté-là. Donc, c'est Ouais. ça. C'est venu gâcher un peu la journée. Puis là, c'est venu faire la place, mettre la table pour Monsieur Opportunité. C'est le nouveau nom qu'on va lui donner. C'est George Russell. George Russell qui avait saisi l'opportunité au Grand Prix d'Autriche, Red Bull Ring, lorsqu'il a eu le contact entre la Red Bull de Max Verstappen et la McLaren de Lando Norris. Ben, il était là pour saisir l'opportunité. Il y a un podium pour lui. Troisième sur le troisième au fil d'arrivée, donc des points importants pour Mercedes aussi. On ne l'attendait pas là. George Russell qui termine troisième. Belle Mhm. performance. Il avait fait un beau dépassement sur Max Verstappen au cours de la course. Donc, c'est ça. Je pense qu'il a très, très bien saisi son opportunité pour là. Si j'avance, si tu le permets, avec Ben oui. les autres pilotes. Après ça, ben, Lando Norris. Oui, Lando Norris qui a gagné quelques positions sur la grille avec la disqualification de Pierre Gasly. Ensuite, il y a eu, on a décidé de changer le moteur dans la voiture du septuple champion du monde, Lewis Hamilton, qui a été obligé de partir de la ligne des pluies. Mais quand même, c'était tout un retour de remonter quatrième. Il a très bien géré Mhm. la course, une belle performance aussi. Il était parmi les pilotes qui ont choisi d'aller en gomme dure. Tant qu'à moi, il n'y avait pas d'autre stratégie possible. C'est la stratégie qu'on doit prendre en considération lorsqu'on est loin sur la grille. Pourquoi qu'on fait ça? Ben, on veut bénéficier du temps où ce que tous les autres pilotes vont devoir s'arrêter, rester en piste et bénéficier de l'air propre. Donc, on n'a pas de voiture devant nous, on roule pas de trafic. À ce moment-là, c'est moins dur pour notre moteur, c'est moins dur pour l'usure des gommes, c'est moins dur pour l'usure des freins. Donc, la voiture, toute la mécanique en bénéficie. Et puis, le fait aussi qu'on peut, on n'a pas à gérer notre voiture, dépendamment de notre comportement sur la route, dépendamment de ce qu'on a devant nous, on peut vraiment y aller de notre propre course, faire notre propre stratégie. Donc, c'est ce qu'on avait opté du côté de McLaren. On a très bien fait ça. C'est sûr qu'on se croisait les doigts pour une voiture de sécurité. Il n'y en a pas eu. Surprise. On n'en a plus de voiture de sécurité en Formule 1. Je le disais avec JC, on en a parlé déjà il y a quelques Ouais. semaines. Pourquoi qu'on garde ces fameuses voitures-là? On les a plus de besoin. À Bakou, s'il y a une place que normalement il y en a, c'est bien là. Finalement, on n'en a pas eu à part à la fin, puis ça a été une voiture virtuelle. Donc à ce moment-là, ben, on a été obligé de rester en piste. Puis là, il a fait un peu de travail de bouclier. Hein. Il a aidé
Il a bloqué un peu Sergio Perez pour aider Piastri à avoir un plus grand écart, ne pas être trop sous pression à sa sortie des puits, à son arrêt qu'on mentionnait au 16e tour. Et ensuite, il a joué le jeu de bouclier avec son adversaire direct au championnat, avec Max Verstappen. Il l'a assez retardé pour que George Russell puisse venir le dépasser. Puis Verstappen n'a jamais été capable de le dépasser. Ça a été suffisant pour que Max ne puisse jamais s'envoler. Ensuite, ses freins ont souffert. Il l'a mentionné à la radio, comme on mentionnait, qu'est-ce qui arrive dans ce moment-là lorsqu'on suit une voiture trop longtemps. Et puis, ça a permis à Lando Norris d'arrêter vers la fin d'épreuve, de faire son arrêt au puits, puis de revenir avec un écart de pneus nettement plus frais. Ses pneus étaient beaucoup plus neufs et de revenir sur Verstappen et de le dépasser en fin d'épreuve. On peut dire que c'est mission accomplie, mais on garde des grosses parenthèses parce que la mission de Lando Norris, c'est de faire 8 points à chaque week-end. Et là, il n'en a fait que seulement 3 de plus, ce qui le place maintenant avec un écart, maintenant à 59 points du titre de dépasser Verstappen. C'est ça. Ben, c'était une très bonne, comme tu as dit, un bon premier relais du pilote avec 37 tours, si je ne me trompe pas, avec ses pneus durs. Donc, il a bien remonté le peloton. Il semblait inquiet, Norris, avant la course, de ne pas pouvoir doubler ici. Finalement, ben, ça n'a pas été si pire que ça. Il s'en Non. est quand même assez bien sorti. Il prend encore des points à Verstappen, oui, vu qu'il finit devant lui, en plus avec le meilleur tour. Donc, bravo à Lando Norris, opération sauvetage réussie. C'est sûr que il va falloir encore plus de points, là. C'est pas à terminer juste une position devant Verstappen. Il faut terminer plusieurs positions, là. C'est par exemple gagner que Verstappen finit quatrième, cinquième, sixième, là. Il faut des meilleurs résultats que ça. Mais c'est ça. Donc, il a sauvé les meubles d'une moindre mesure, Lando Norris. Puis du côté de Verstappen, course difficile, aucune adhérence, loin du rythme de son coéquipier. C'est rare que ça arrive, hein, mais Max, c'était pas son week-end. En plus, qu'il n'a pas pu capitaliser sur le fait que Norris partait plus loin sur la grille. C'est un pas de travers de son côté. C'est les rôles inversés. Oui. C'était vraiment ça. Moi, je me rappelle pas d'avoir vu un week-end aussi difficile pour Verstappen. On pourrait mentionner Italie, mais moi, j'ai trouvé que c'était pire qu'en Italie. À Mhm. ce Oui. moment-là, de pas être devant Perez, c'est sûr qu'à Bakou, on a plus une circonstance à ce moment-là. Si c'était arrivé à Silverstone ou à d'autres grands prix comme ça, plus traditionnels, ben là, on se serait posé des questions parce que normalement, ça arrive pas. Mais quand même. Verstappen, là, c'est un week-end à oublier. Les rôles inversés, c'était lui qui. On rajoutait un 1 sur sa voiture, puis on aurait cru que c'était Sergio Perez dans tous les restes, dans tous les autres rendez-vous du championnat. Normalement, c'est les écarts autant en qualification, des 2 dixièmes, tout ça. On n'est pas habitué de voir ça dans un rôle comme ça. Fernando Alonso, 6e quand même, un bon Mhm. week-end. Je m'attendais pas à le voir là, je l'ai dit tantôt, autant pour les qualifications. Donc, je vais te soulever la question, un peu à la blague, bien sûr, tu vas comprendre, mais certains diront que c'est l'effet Newey. Ouais. Mhm. Mais écoute, c'est une course en solitaire, je trouve, Fernando Ouais. Alonso. On l'a pratiquement jamais vu, hein? Non, On on le l'a pas voyait vu. pas durant toute la course. On avait des plans, évidemment, sur Piastri, sur Leclerc, on avait des plans sur Norris, euh, mais on l'a pratiquement jamais vu, Fernando Alonso. Pourtant, il était là. Il a fait une super course, il a fait un bon travail. Il a fait ce qu'il faisait de mieux. Et le bon vieux Fernando est toujours là quand il faut saisir les opportunités. Lorsque sa voiture lui permet de le faire, ben, il est là. Il récolte le maximum de points. Puis moi, j'ai hâte de le voir avec une voiture encore plus performante lorsque M. Newey va arriver chez Aston Martin. Ouais, bien sûr, c'était une blague, là. Newey peut rien faire pour la voiture. C'est juste que C'est ça, exactement. certains, il y en a que ça faisait 2 heures qu'il était plus chez Red Bull, puis on disait déjà que c'était l'effet Newey. Tout était concerné qui était parti. Donc, je me dis Mhm. qu'il a fait une conférence de presse chez Aston Martin. Donc, les voitures ont toutes gagné de la vitesse. Ensuite, Alex Albon, 7e, très belle performance pour Williams. 8e, je passe tout à son coup de pied là, parce que tu vas me comprendre pourquoi. Là. Franco Colapinto, 8e, très belle Oui. performance. Il a accompli, je l'avais demandé de vous prononcer, je m'étais prononcé aussi, est-ce qu'il allait doubler les points de Logan Sargent en carrière, qui en avait marqué que 2? Non, qui n'avait marqué que 1 point en Ouais. carrière. Donc, on s'attendait peut-être qu'au moins il en fasse 2. Il en a fait 4. Il est déjà rendu là, le Franco Colapinto. Donc, chapeau pour sa performance. Je sais qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Kevin, tu voulais-tu mentionner un petit quelque chose sur sa performance du week-end? Ben, écoute, c'est ça, c'est déjà son deuxième Grand Prix. Plus de points que Logan Sargent en 2 ans. Belle performance. 353e pilote à inscrire des points. Puis c'est les premiers points d'un pilote argentin depuis
Carlos Reutemann en 1982. Ça fait un moment. Ça fait un bon moment de ça. Donc, bravo à Franco Colapinto. Très, très heureux pour lui. C'est une très, très belle performance. Super performance. Écoute, en plus, c'était pas n'importe qui là, qui le suivait en arrière. Là, c'était Lewis Hamilton. Il n'était Ouais. pas capable de le dépasser. Lewis Hamilton qui a été pris avec les jeunes coqs Mhm. tout au long de la journée, coincé derrière Berman, après ça, coincé derrière Colapinto. En plus, on lui a mis un nouveau moteur. Normalement, on est supposé d'avoir un gain en frais de puissance. Ça, j'ai pas trop compris ça. Même je me suis interrogé à essayer de revoir les documents si c'était vraiment un moteur neuf qu'on lui avait mis. Parce que normalement, ça aurait dû être en sa faveur. On aurait dû le voir remonter. Là. Il s'est passé quelque chose certain de ce côté-là. L'autre chose aussi que j'ai remis en question, c'est la stratégie. Pourquoi qu'on est allé en gomme médium? Je le mentionnais à quel point que c'est pratiquement on se pose pas la question. Normalement, lorsqu'on part si loin que ça, on y va en gomme dure. On a vu ce que ça l'a donné, justement, pour Alex Albon. Chapeau à Williams de dire on a deux voitures une à côté de l'autre sur la grille, on va faire un jeu différent, on fera pas un jeu égal. Comme ça, on risque au moins de ne pas se tromper sur une et peut-être d'avoir quelque chose de différent. On l'avait fait avec Albon et Colapinto. Du côté d'Hamilton, on part de la ligne des puits, puis on décide de l'envoyer en médium avec tout ce que les autres ont. Ça, je l'ai pas compris, celle-là. Je sais pas de ton côté si tu avais une explication, si ça l'avait attiré ton attention, celle-là. Ah, ben, peut-être un pari. On a fait un pari raté. Faut dire, en tout cas, du moins où est-ce qu'il partait. On aurait pu l'essayer en pneu dur, là. Donc, j'ai malheureusement pas plus d'idées pourquoi est-ce qu'on a essayé ça chez Mercedes. On a tenté un choix, puis c'est ça. Ben, au moins, il a réussi à récolter 2 points. Donc, c'est déjà ça de gagner dans l'équation. Exactement. Ensuite, Oliver Berman, 10e, marque Ouais. encore des points. Deuxième Grand Prix Encore en lui. F1. Deuxième Grand Prix en F1, marque encore des points. Il dépasse Kevin Magnussen au classement des Mhm. pilotes. Un point de plus que ce que Magnussen a réussi à accumuler depuis le début de la saison. Donc, en deux Grands Prix versus calcul rapide, 16 Grands Prix pour Magnussen et un point de plus du côté d'Oliver Berman. Ça met la table pour ma question que j'avais demandé à JC vendredi et je la pose à toi. Est-ce qu'on revient avec Magnussen ou on devrait continuer avec Berman? Moi, écoute, personnellement, je donnerais la chance à Berman de finir la saison. Mhm. Moi, je donnerais l'opportunité. Il est là l'année prochaine. Tu perds rien de le laisser de prendre son expérience et tout, puis de réussir à le mettre dans le bain, à prendre encore plus d'expérience, à se familiariser avec le personnel, à se familiariser avec la voiture. Moi, je trouve que ça serait gagnant. Ça serait gagnant pour l'écurie, ça serait gagnant pour le pilote de remplacer Magnussen par Oliver Berman. Bon, ben, parfait. Puis là, je passe à travers la liste, le reste assez rapidement. Hülkenberg, 11e. Bien oui, Berman réussit à finir devant un gars d'expérience comme Nico Hülkenberg. Pierre Gasly, 12e, quand même bien récupéré son week-end un peu gâché. Il est retourné où ce qu'il était supposé de s'élancer dans sa qualification. Lui, on a décidé d'y aller en gomme dure du côté d'Alpine, donc on a compris la stratégie qui était à faire. Ricardo, lui, c'est 13e. Joe, 14e. Quand même belle performance dans les circonstances. D'habitude, il termine 20e. C'est sûr que là, il y a eu des pilotes qui n'ont pas terminé. 15e pour Ocon, week-end à oublier pour lui. Bottas, 16e. Perez, on l'a dit, n'a pas terminé. Sainz n'a pas terminé. Stroll n'a pas terminé suite à un contact avec Tsunoda. Dernière question que je te pose là, il nous reste, comme je l'ai dit, quelques minutes. Lance Stroll, sa tentative de dépassement sur Yuki Tsunoda, qu'est-ce que tu as pensé de ça? C'est pas un virage où est-ce qu'on tente normalement des dépassements. Mhm. J'ai trouvé ça très opportuniste et tout. Et je trouve que Tsunoda était quand même devant, là, ou du moins, il était pas à la hauteur. Stroll n'était pas à la hauteur de Tsunoda. En tout cas, il a dit, Tsunoda m'a rentré dedans, il m'a Ben coupé oui. la trajectoire. Mais je trouve que, comme je te dis, Martin, c'est pas un virage où on voit beaucoup de voitures tenter des dépassements. On voit pas deux de large là non plus. Fait que, Non, fait c'est ça. que je sais pas qu'est-ce qui est. Tu sais, si genre, je voulais pas le dépasser, mais je voulais qu'on roule, on se laisse de l'espace. Bon, il y en a pas d'espace. Parce que juste ça, je l'ai pas compris de ce côté-là. Puis j'ai même pas vu si on. Tu sais, je sais que je pense qu'on du côté de la FIA, on a dit ah ben il y a eu une crevaison, donc il a été puni pour ça, mais tu sais qu'il n'y a pas eu une pénalité qui s'en est suivie, à moins que je l'ai manqué là. Mais moi, j'ai pas rien vu de son côté, mais j'ai été surpris qu'on l'a pas pénalisé à ce côté-là. Mais on s'est dit que ça s'est peut-être fait de façon naturelle avec la crevaison. Euh, ton pilote du jour, tu le donnes à qui?
Mon pilote du jour, je le donne à Monsieur Lando Norris. Ça a été assez partagé avec Monsieur Piastri, mais je trouve qu'avec sa belle remontée qu'il a fait, vu qu'il est parti de très loin, qu'il a bien ménagé ses pneus et qu'il est parvenu à terminer devant Verstappen, euh, une course propre sans anicroche. Donc, pour moi, Lando Norris. Ben, merci beaucoup, Kevin, encore une fois d'avoir été là aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi, de passer à travers tous ces faits saillants de ce week-end de course. Il y en a eu plusieurs, on en avait Mhm. beaucoup. Je pense qu'on a quand même réussi à passer à travers toutes les côtés qui ont le plus attiré notre attention, mais que les gens voulaient entendre parler aussi. On se reparle très bientôt, donc lundi de la semaine prochaine pour le Grand Prix de Singapour. D'ici là, je te souhaite une excellente semaine. Au grand plaisir. Merci. Bye bye. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 16 septembre. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain, en marge des séances d'essais libres du Grand Prix de Singapour. D'ici là, question de ne rien manquer de l'actualité du sport le plus rapide au monde. Je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X, Twitter ainsi que Instagram. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.